19h45, la Barry Info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 9 avril 2025. 9 avril 1999, 9 avril 2025. Cela fait exactement 26 ans que le président Barry Menassara nous a quittés. 26 ans après, les membres de sa famille ont salué sa mémoire à travers une fatia ce matin au domicile familial. Le compte rendu c'est avec Nafisat Yahya et Aboubakar Souley. C'est dans la communion des cœurs et des esprits que parents, amis, alliés, connaissances et frères d'armes du président Ibrahim Barry Menassara se sont retrouvés à son domicile familial pour une fatia en commémoration à la 26e année de son assassinat. 26 ans après, la mémoire du président Barry est toujours présente. Le général Ibrahim Barry Menassara est encore très présent dans l'esprit des Nigériens, dans le cadre, disons, des ambitions que les Nigériens ont eues pour le Niger. Et cet engouement, ce témoignage encore ce matin, ne peut que nous renforcer dans nos convictions pour dire, et aujourd'hui, il va falloir aller regarder dans les ambitions d'Ibrahim qui cadrent si bien avec les ambitions d'aujourd'hui. 26 ans après, comme vous le constatez, sa mémoire est toujours là. Et comme vous l'avez su aussi, les assises nationales ont recommandé, n'est-ce pas, de faire la lumière sur sa mort, n'est-ce pas? Comme vous l'avez constaté, ceux qui ont estimé qu'il fallait qu'il le remplace coûte que coûte n'ont pas été à la hauteur. Parce que quand vous estimez que quelqu'un ne fait pas l'affaire, il faut faire au moins comme lui, au minimum, autant que lui. Donc, on ne peut que rendre grâce à Dieu. En tout cas, au niveau de la population, on sent qu'il y a une certaine considération, que sa mémoire reste vivable et que ça nous réconforte. 26 ans après l'assassinat du président Barry Menassara, la justice n'a pas été encore rendue. Les participants aux assises nationales ont exprimé le désir de faire la lumière à travers une recommandation formulée. Je crois que si les assises nationales ont remis la question sur la table, c'est parce que quelque part, il y a la question de justice qui interpelle. Deuxièmement, c'est aussi un référentiel en termes de vision, en termes d'idéal pour le Niger. Donc il était important que la question d'Ibrahim Barry Menassara revienne sur le tapis. Quelque part, son idéal peut être une contribution dans la volonté aujourd'hui des Nigériens de rebâtir disons, la fondation du Niger. On exprime toute notre gratitude à l'endroit des Nigériens qui ont tenu compte de son patriotisme et qui, à 26 ans après, continuent à saluer sa mémoire. Ensuite, on doit remercier très sincèrement le président de la République, Abdourahmane Tiani, chef de l'État, chef suprême des armées, qui a organisé des assises et qui a très certainement été favorable, sinon même qui a recommandé cette enquête-là sur la mort du président Barry. Les assises nationales ont recommandé à ce que la lumière et la justice soient faites par rapport à l'assassinat de Barry. Vous savez que depuis son assassinat, les différents régimes qui se sont succédés ont essayé, en tout cas, de ne pas lui accorder la place qu'il faut. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est l'occasion véritablement de réhabiliter l'homme et de faire la lumière et la justice comme le peuple nigérien l'a toujours réclamé. Et nous pensons qu'avec les autorités du CNSP, cela ne saurait tarder
n'est-ce pas, à travers la mise en place d'une commission d'enquête et de justice par rapport à son assassinat et que les Nigériens connaissent la vérité, que sa famille connaisse la vérité. Pour les membres de la famille du président Barré, c'est le lieu de montrer toute leur gratitude à l'endroit du peuple nigérien qui souhaite que lumière soit faite sur l'affaire Barré Maïna Sara, assassiné le vendredi 9 avril 1999. Justement, chaque année, à l'occasion de l'anniversaire de l'assassinat du président Ibrahim Barré Maïna Sara, sa famille lève la voix pour demander justice. Pour ce faire, des juridictions ont été saisies à l'interne comme à l'externe. Mais toujours, la famille Barré attend de connaître les auteurs de ces crimes. C'est dans un commentaire de Hassan Saleh Mustafa. On ne peut pas tuer un président comme un chien et asseoir l'injustice. J'accuse les auteurs de cette constitution. Il a été froidement abattu dans la matinée du vendredi 9 avril 1999 sur le tarmac de l'escadrille de Niamey par des éléments de sa propre garde présidentielle au moment où il s'apprêtait à prendre l'hélicoptère pour un déplacement officiel à l'intérieur du pays. Un acte qualifié d'incident malheureux au moment des faits. Ce vendredi 9 avril 2025, cela fait exactement 26 ans donc que la famille du défunt Ibrahim Barré Maïna Sara et au-delà, toute la nation nigérienne pleure sa disparition tragique et attend d'être édifiée clairement sur les identités de ceux qui ont commandité cet assassinat du défunt président Barré et leurs complices. Aujourd'hui, 26 années se sont passées, mais toujours c'est le silence. La justice n'a pas été véritablement rendue à la famille du général Barré, malgré les différentes tentatives devant les juridictions, d'abord au plan national où la famille a déposé une requête le 27 mai 1999 auprès du procureur de la République près le tribunal de première instance de Niamey contre des personnes non dénommées pour assassinat. Début de long procès qui n'aura pas de suite. C'est ainsi qu'après l'épuisement de toutes les voies de recours sans succès au Niger, la famille a saisi la Cour de la CEDEAO à travers une requête le 12 décembre 2013 présentée par les ayants droit Ibrahim Barré Maïna Sara. Une quinzaine de personnes au total, représentées par Maître Chebou Abdraman, avocat au barreau du Niger, et Maître Yarim Thiam, ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal. À ce niveau, au terme de l'examen du dossier, la Cour de la CEDEAO avait condamné l'État du Niger pour avoir violé le droit des requérants à avoir l'accès à la justice et la violation du droit d'Ibrahim Barré Maïna Sara. Par conséquent, la Cour de la CEDEAO avait sommé l'État du Niger à verser une indemnisation de dommages au titre de réparation et tout préjudice à la famille du défunt président. Ainsi, comme lors de toutes les dates anniversaires qui se sont succédées, ce 26e anniversaire également est une occasion pour la famille de renouveler sa demande pour que la lumière soit faite sur cette affaire. Ce 26e anniversaire qui intervient dans un contexte de la refondation de la République du Niger, peut-être cette fois-ci, le moment est venu pour faire la lumière sur l'assassinat du feu général Ibrahim Barré Maïna Sara. En effet, cette affaire a été évoquée lors des assises nationales pour la refondation qui se sont tenues du 15 au 20 février 2025 à Niamey. Dans leur rapport, les participants ont formulé une recommandation dans ce sens en demandant de faire la lumière sur l'assassinat du président Ibrahim Barré Maïna Sara et rendre justice pour afin essuyer les larmes de sa femme, de ses enfants, de sa famille et en général de ses compagnons qui fondent désormais l'espoir de savoir plus sur les auteurs de l'assassinat du président Ibrahim Barré Maïna Sara et les vraies motivations. Car le président de la République, le chef de l'État, le général d'armée Abdrahman Tchani, a pris l'engagement devant les participants aux travaux de ces assises nationales et devant les grands témoins de faire appliquer les conclusions de ces assises. Vous avez fait votre partition, je ferai la mienne, a-t-il indiqué dans son discours de clôture des assises le 20 février 2025.
Le défunt président général Ibrahim Baré Menassara est arrivé au pouvoir à la suite du coup d'État du 27 janvier 1996 avant d'organiser l'élection présidentielle qu'il avait remportée sous fond de contestation de l'opposition de l'époque regroupée au sein du Front de restauration et de défense de la démocratie, FRDD. Voilà, c'était là un commentaire de Hassan Saleh Mustafa sur l'affaire de l'assassinat du feu président Ibrahim Baré Menassara. Cela dit, ouverture ce matin d'une session d'information et de sensibilisation sur la dimension fiscale dans la gouvernance des ONG et associations de développement à la salle de réunion du centre de Genève pour la gouvernance sécuritaire au Niger. Cette rencontre qui durera 2 jours est l'œuvre de l'association nigérienne pour la croissance et le civisme ANDC. Le résumé de Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Amener les acteurs des organisations de la société civile nigérienne et ceux des associations de développement membres de l'espace d'échange sur le monitoring des droits humains au Niger à mieux cerner les tenants et aboutissants de la loi des finances 2025, notamment dans son volet fiscalité et la facture certifiée, tel est l'exercice auquel s'attelle l'association nigérienne pour la croissance et le civisme ANDC à travers la présente rencontre. Un cadre d'échange rendu possible grâce à la collaboration du Centre de Genève pour la gouvernance sécuritaire au Niger, dont le représentant pays a loué cette initiative qui fait partie de leur engagement au Niger. Nous sommes engagés donc à accompagner les acteurs de la société civile pour renforcer leur capacité à mieux interagir avec les responsables étatiques au niveau central, tout comme au niveau déconcentré. L'atelier qui s'ouvre aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de cette série d'activités. Il vise notamment, dans le cadre du renforcement de cette synergie d'action, à favoriser une meilleure appropriation par la société civile du combat pour l'amélioration de la gouvernance sur tous les plans. C'est le lieu ici de vous rappeler l'engagement constant du DICAF, en tout cas qui ne fera pas défaut à soutenir les efforts de la société civile et du gouvernement dans l'amélioration des quotidiens des populations. Pour sa part, l'initiateur de cette rencontre a rappelé à l'assistance les raisons ayant conduit à la tenue de ce cadre d'échange et de partage d'expériences, tout en témoignant de leur gratitude à l'endroit des différents partenaires. Le contexte actuel recommande une vision intelligente à la société civile nigérienne. De manière générale et particulièrement aux structures membres de notre espace d'échange sur le monitoring des droits humains, placées sous le coaching du DICAF, que je vous demande d'applaudir grandement. Afin d'assumer sa responsabilité citoyenne d'accompagnement des efforts de l'État par un professionnalisme avéré. En effet, d'une part, à la lecture de l'ordonnance numéro 2024-59 du 31 décembre 2024, portant loi des finances pour l'année budgétaire 2025, la nécessité d'accorder une place de choix à la dimension fiscale dans la gouvernance des organisations non gouvernementales ONG et associations de développement n'est plus à démontrer. Et d'autre part, la conformité à l'esprit de l'arrêté numéro 0084/MISP/AT/SG DGAT/DRL du 7 février 2025 relatif à la promotion de la gouvernance des ONG devient un impératif. Président de la cérémonie d'ouverture, le représentant de la Direction générale des impôts, quant à lui, a souligné l'importance du thème choisi pour ce rendez-vous des organisations de la société civile et associations de développement. Le civisme fiscal est un comportement exemplaire, attendu et exercé par une personne à l'égard de sa communauté et du dispositif fiscal en vigueur. Mais ce comportement ne peut pleinement s'exercer que dans un cadre où le contribuable est informé, formé et sensibilisé sur ses obligations fiscales, comme le cas de la présente session. La dimension fiscale dans la gouvernance des ONG et associations de développement est en phase avec notre démarche susdite. Aujourd'hui, la question de la facture certifiée, qui est d'actualité et face à laquelle le civisme fiscal fléchit. Alors, Monsieur le Président de l'ANDC,
vous touchez du doigt et partagez l'une des préoccupations de notre administration fiscale. Cette rencontre a permis à l'Association nigérienne pour la croissance et le civisme (ANDC) de décerner un témoignage de satisfaction au DECAF Niger pour tous ses efforts et surtout appui aux organisations de la société civile et associations de développement du Niger. Ainsi, par cette rencontre qui durera 2 jours, l'ANDC vient encore une fois de prouver le rôle combien important que joue la société civile pour faire du Niger un pays des hommes responsables, surtout en cette ère de refondation. Le verdict du procès qui oppose le secrétaire général de la CNT, Moukela Halidou, à la dame Aïcha Doumbia est tombé ce mercredi 9 avril dans l'après-midi à la cour d'appel de Niamey. La cour a débouté la dame Aïcha Doumbia et confirme Moukela Halidou à son poste du secrétaire général de la CNT. Précision avec Hassan Saleh Moustapha. Moukela Halidou reste et demeure le seul et unique secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail CNT. La cour d'appel de Niamey a tranché dans l'affaire qui l'oppose à la dame Aïcha Doumbia qui se réclame le poste du secrétaire général de la dite centrale. Déjà à la dernière audience, je vous ai dit que nous sommes sereins et nous avions confiance à la justice. Parce que quoi qu'on dise sur la justice nigérienne, il y a toujours des magistrats qui sont intègres, qui respectent leur serment, qui font leur travail conformément à la loi. Et aujourd'hui, la justice a triomphé. Elle a triomphé parce que le président de la cour d'appel a annulé la première décision que vous connaissez déjà, qui avait été rendue par le président du tribunal de grande instance. Donc il a annulé cette décision pour violation de la loi. Et il a dit clairement qu'il n'y avait pas lieu à référer. Cela veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, Halidou Moukela reste et demeure le seul secrétaire général de la CNT. Donc voilà ce qu'il faut retenir de cette décision. Et je pense que la justice est à féliciter. Parce qu'à chaque fois que la justice honore le peuple nigérien en rendant une décision au nom de ce peuple, je pense qu'il faut l'honorer. Et c'est au mérite de la justice qu'il faut le dire, qu'il faut saluer. Cette décision de la cour d'appel est tombée à la grande satisfaction des militants et des militantes de la CNT. La cour a donné raison à Halidou Moukela. La cour d'appel, donc dans le jugement de fond, a donné raison à Halidou Moukela. Donc ça veut dire que jusqu'à preuve de contraire, Halidou Moukela est le secrétaire général de la CNT. C'est la vérité, la justice a dit la vérité, c'est clair. C'est la vérité qui a été dite. Et aujourd'hui, c'est toutes les militantes et tous les militants de la Confédération nigérienne du travail, composés de 66 syndicats, qui sont en fait. La justice a donné raison à Halidou Moukela. On est très réconfortés. La base n'a qu'à rester soudée, parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas ce qui peut encore advenir. D'accord? Toujours est-il dit que nous, notre base, on l'avait mobilisée depuis longtemps. Ils n'ont qu'à continuer à rester mobilisés et à l'écoute, n'est-ce pas, des premiers responsables de la Confédération. Merci à la justice du Niger. Donc nous sommes contents aujourd'hui. Ils étaient nombreux, les militants des syndicats affiliés à la CNT, les parents, les amis et les connaissances qui ont bravé la chaleur de ce mercredi 9 avril 2025 pour venir soutenir Moukela Halidou, secrétaire général de la CNT, l'une des forces syndicales du Niger. Dans le cadre des activités commémoratives de l'an 1 des autorités municipales, l'administrateur délégué de la ville de Niamey en compagnie de ses collaborateurs ont visité les chantiers en cours dans la ville de Niamey. À la fin de cette visite, l'AD s'est dit satisfait. C'est le compte rendu de Ismaël Momouni et Chebou Idissou. En véritable chef de chantier, l'administrateur délégué de la ville de Niamey est parti superviser les travaux d'urgence chaussée drainante de la ville. C'est en compagnie de ses collaborateurs que le colonel Boubacar Soumane Garantier s'est rendu sur plusieurs sites, dont entre autres Niamey Niala, École Galaxy, boulevard Tanimoun allant vers Boutique Samira, rond-point Francophonie, rond-point Barré, boulevard Tanimoun à Bassora et à Saga, où se trouve une unité de fabrication de pavés.
À l'issue de la visite, l'administrateur délégué dresse un bilan positif. Nous avons identifié tous les points critiques que nous avons déplorés l'année passée pour leur apporter une solution. Et ce sont ces chantiers qui ont démarré par la grâce d'Allah et que nous sommes venus visiter aujourd'hui pour le bonheur des populations, en espérant que d'ici la saison pluvieuse prochaine, nous n'allons plus connaître les calvaires que nous avons connus l'année passée. Donc vraiment l'état d'avancement des travaux est satisfaisant et nous osons espérer que d'ici là, nous allons trouver vraiment des chantiers finis et réceptionnés pour le bonheur des populations de la ville de Niamey. C'est le lieu, comme j'ai dit, de remercier le PUDIREM parce que c'est des programmes d'urgence qui ont été diligentés par les plus hautes autorités de ce pays pour permettre à ce que la ville de Niamey puisse avoir quand même des chaussées, des routes praticables pendant la saison pluvieuse. Donc ce sont des travaux qui devaient se faire en 3 ans, qui ont été ramenés en 1 année en travaux d'urgence au profit de ces populations. Et donc ce que nous avons connu l'année passée a trouvé une solution. Et comme je l'ai dit, Inch'Allah, d'ici la fin de la saison pluvieuse, vous allez voir que ces tronçons-là ont été réceptionnés, Inch'Allah. Finançant les travaux, le projet intégré de développement urbain et la résilience multisectorielle, PUDIREM, affirme que le calvaire de la population de Niamey, surtout pendant la saison de pluie, sera allégé une fois ces travaux achevés. À la fin de ces travaux, nous avons identifié au niveau de Niamey environ 57 km linéaires qui devaient être faits pour venir, pour régler, en partie, on ne peut pas dire régler tous les problèmes, mais vraiment régler les problèmes prioritaires. Mais vous savez, un projet, c'est un projet, on ne pouvait pas tout faire. C'est vrai que les études qui ont été réalisées par le cabinet ont identifié à peu près 57 km. Les ressources qu'il y a dans le projet permettent de couvrir 30 km. Donc, et ces 30 km-là ont été identifiés comme des tronçons prioritaires par l'ensemble des acteurs. Comme quoi, c'est vraiment les tronçons prioritaires qu'il faut attaquer avant, bien sûr, l'hivernage. Pour que, une fois que ces tronçons-là sont traités, en tout cas, je ne dirais pas qu'on va régler le problème en entier à Niamey, ce n'est pas possible. Voilà, mais on va régler une bonne partie des problèmes liés aux inondations, liés aux catastrophes comme on a l'habitude de les observer. Spécialiste dans le domaine d'infrastructure, c'est à l'entreprise nigérienne Moré qu'a été confiée la tâche d'exécuter à bien les travaux de ces différents chantiers. Un pari qui est en cours d'être gagné compte tenu de la qualité des travaux. Voilà, place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire dont le numéro d'aujourd'hui traite de l'appel. Un sujet abordé par Maître Suleiman Seydou. Il est avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. L'appel, c'est une voie de recours ordinaire. Vous savez, lorsque vous êtes en litige avec une personne, l'organisation judiciaire au Niger fait en sorte qu'il y a ce qu'on appelle le principe de double degré de juridiction. C'est-à-dire lorsque l'affaire est déférée devant une juridiction, le tribunal des grandes instances ou la juridiction qui statue en premier ressort. Lorsque la juridiction rend sa décision, vous, partie prenante au procès, vous pouvez estimer que la décision n'a pas été rendue conformément à la loi ou que la décision a été mal rendue. Lorsque vous n'êtes pas satisfait, en résumé, de la décision rendue par une juridiction en premier ressort, que vous avez la possibilité de contester cette décision devant des juridictions des niveaux supérieurs, devant la cour d'appel. Et donc l'appel, en réalité, c'est une voie de recours ordinaire qui tend à faire réformer ou annuler par la juridiction d'appel les décisions rendues en premier ressort par les juridictions de premier degré. Lorsque vous prenez l'architecture de l'organisation judiciaire, vous avez par exemple les tribunaux d'instance, vous avez les tribunaux des grandes instances, vous avez les cours d'appel et vous avez la cour de cassation. Lorsque le tribunal de grande instance rend par exemple une décision,
et que vous n'êtes pas satisfait de cette décision rendue par le tribunal, vous avez la possibilité de contester cette décision et d'aller devant des juridictions de niveau supérieur. Et donc le mécanisme qui permet à une personne de contester une décision rendue par les juridictions de premier degré, c'est justement l'appel. Donc l'appel permet en réalité à une personne de s'opposer, de demander à des juridictions de niveau supérieur d'examiner à nouveau le dossier parce que la personne estime tout simplement qu'elle n'est pas satisfaite de la décision qui a été rendue par le juge de niveau inférieur. Et donc le droit d'appel appartient à toutes les parties qui ont intérêt si elles n'ont pas renoncé à faire appel. Vous n'êtes pas obligé dans le cadre d'une procédure de faire appel. Si le tribunal rend une décision, vous pouvez être satisfait de la décision. Vous n'avez pas besoin de faire appel. Ou même si vous n'êtes pas satisfait de la décision, vous pouvez renoncer à votre droit d'appel et ne pas du tout faire appel. L'un dans l'autre, toutes les parties prenantes à la procédure d'instance ont la possibilité, si elles le souhaitent, d'interjeter appel. S'il y a 10 personnes dans un dossier et que le jugement concerne les 10, tous les 10 ont la possibilité de relever appel de la décision devant la juridiction de niveau supérieur. Alors, l'appel est porté devant ce qu'on appelle la cour d'appel, en fonction bien entendu du découpage qui a été fait. Aujourd'hui, vous savez qu'on a 3 cours d'appel qui sont présentement fonctionnels. Il y a la cour d'appel de Niamey, la cour d'appel de Zender et la cour d'appel de Tawa. Et donc, lorsque vous n'êtes pas satisfait d'une décision, vous relevez appel de la décision devant l'une des 3 cours d'appel en fonction justement de votre localisation géographique par rapport à la localisation géographique auquel du tribunal qui a rendu la décision. Si vous êtes par exemple, la décision a été rendue par le tribunal des grandes instances hors classe de Niamey, si vous voulez faire appel, vous faites votre appel devant la cour d'appel de Niamey. Vous ne pouvez pas aller faire appel devant la cour d'appel de Zender ou devant la cour d'appel de Tawa. Si la décision a été rendue par exemple par le tribunal des grandes instances de Maradi, vous portez votre appel devant la cour d'appel de Zender. Vous ne pouvez pas porter votre appel devant la cour d'appel de Niamey. C'est pareil lorsqu'une décision est rendue par exemple par le tribunal des grandes instances d'Agadez ou par le tribunal des grandes instances de Tawa. L'appel de ces décisions est déféré devant la cour d'appel de Tawa. Donc c'est extrêmement important lorsque vous vous trompez de juridiction devant laquelle vous devez porter votre appel sera tout simplement soit déclaré irrecevable si vous ne respectez pas les délais, ou la juridiction qui a été maladroitement saisie va se déclarer incompétente pour connaître de votre dossier. Alors, en ce qui concerne l'opposition, on avait rappelé la semaine dernière que vous avez un délai de 15 jours pour pouvoir faire opposition à compter de la signification. En ce qui concerne l'appel, le délai d'appel est de 1 mois. Le délai d'appel est de 1 mois et ce délai commence à courir pour les jugements qui ont été rendus contradictoirement entre les parties au jour où la décision a été rendue. Quand on parle de décision contradictoire, c'est une décision qui n'est pas rendue par défaut, où toutes les parties étaient présentes au moment où le juge rend sa décision. Si vous étiez parti au procès et que le jugement est contradictoire, vous avez un délai de 1 mois à compter du jour où la décision a été prononcée pour pouvoir faire appel. Si la décision était réputée contradictoire, par exemple, à votre égard, vous avez un délai qui est toujours de 1 mois à compter du jour où on vous signifie la décision. Ou même si c'est une décision qui a été rendue par défaut, si on vous signifie la décision, si vous voulez faire appel, c'est dans le délai de 1 mois. Et donc l'appel également, c'est par voie d'huissier, par acte extrajudiciaire. L'appel, il y a des mentions qui doivent figurer dans votre acte d'appel sous peine de nullité. Et en ce qui concerne les matières, en tout cas spéciales, l'appel peut être fait par simple déclaration.
En matière pénale, l'appel, c'est par simple déclaration. En matière coutumière, l'appel, c'est par simple déclaration. Et même en ce qui concerne les tribunaux de commerce, l'appel, c'est également par simple déclaration. Mais en ce qui concerne les autres matières, l'appel, c'est par acte d'huissier. Et donc, l'effet principal de l'appel, c'est que l'appel suspend l'exécution de la première décision. C'est-à-dire que si une décision a été rendue contre vous et la décision vous condamne à payer 15 millions de francs CFA à une personne, lorsque vous faites appel, cette décision-là, la personne ne peut pas l'exécuter, la décision est suspendue. C'est ça l'effet de l'appel. L'appel a un effet suspensif. Sauf si la décision contre laquelle vous avez en tout cas interjeté appel est assortie de ce qu'on appelle l'exécution provisoire. C'est-à-dire en ce moment-là, même lorsque vous faites appel, si la première décision est assortie de l'exécution provisoire, on peut l'exécuter, sauf si vous faites ce qu'on appelle une procédure de défense à exécution provisoire devant le premier président de la Cour d'appel. Donc le premier effet de l'appel, c'est de suspendre l'exécution de la décision qui a été rendue, sauf si la décision est assortie de l'exécution provisoire. Le second effet, c'est ce qu'on appelle l'effet dévolutif de l'appel. L'effet dévolutif de l'appel, en réalité, ça remet en cause la chose jugée devant la juridiction du niveau supérieur. C'est comme si tout ce qui a été fait, en tout cas en première instance, sera à nouveau réjugé devant la Cour d'appel qui va examiner en fait et en droit votre litige. Il va examiner les moyens que vous présentez pour pouvoir prendre une décision à bon escient.